psychiatrie et liberté individuelle, étude d'établissement caractérisée par un moindre recours à la coercition. Je leur laisse la parole tout de suite. Bien, bonjour à toutes et à tous. Vous entendez bien, c'est bon ? Alors, on va vous présenter donc la recherche PlaidCare et ce qui sont des résultats provisoires. On est en train de les faire valider, notamment dans les établissements, en faisant des restitutions, ce qu'on a appelé des entretiens de restitution et de validation. Donc, on a l'armature un petit peu générale, mais qui va peut-être éventuellement bouger encore, et puis qui va peut-être s'affiner aussi. Les analyses vont s'affiner et vont peut-être faire apparaître de nouvelles choses. Donc on va vous présenter ces résultats provisoires aujourd'hui. Juste 2 mots, c'est une recherche qui est financée par l'IRESP, l'Institut pour la recherche en santé publique, qui est coportée donc à la fois par le CHU de Saint-Étienne et NCIS Recherche, et une recherche qui a duré 2 ans et qui se termine officiellement le 2 avril 2024, donc mardi prochain. Voilà. Mais on va valoriser bien au-delà de cette date, bien évidemment. Alors, je rappelle l'objectif général du projet. L'idée, c'était au départ, dans une perspective qu'on pourrait dire de réduction, mais avant tout de compréhension des disparités en matière de coercition, de mieux saisir le phénomène de la moindre coercition en France. C'est-à-dire qu'on a attrapé la question des disparités par le bout de la moindre coercition plutôt que par le bout de la coercition. C'était un parti pris, avec l'idée qu'on pouvait dégager, en regardant ces établissements moins coercitifs dont on avait déjà entendu parler, de pouvoir dégager des leviers, effectivement, de transformation ou de pérennisation de la moindre coercition. Donc l'idée, c'était mieux saisir sa réalité sur le territoire français, sur les territoires, à la fois donc identifier, analyser les leviers et ce qu'on pourrait appeler les conditions de possibilité, à la fois cliniques, organisationnelles, institutionnelles, culturelles, de la moindre coercition, mais aussi regarder, donc identifier, documenter les effets de cette moindre coercition, à la fois sur les parcours professionnels et sur les parcours de soins et de vie. Alors l'équipe de recherche, au départ le noyau dur c'était sciences infirmières sociologie, c'était une rencontre autour d'un café entre Jean-Paul, Loïc et moi, et donc on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire sur cette question des disparités, du moindre recours, et petit à petit, progressivement, au bout de plusieurs cafés, est née cette idée d'étudier les établissements moins coercitifs. L'équipe s'est petit à petit donc étoffée, donc Yvonne, Frédéric, et puis après d'autres sociologues, et puis aussi des géographes, donc Magali Coldefi que vous devez connaître par ses travaux par ses travaux sur les disparités donc en matière d'offres de soins en psychiatrie, et puis les stagiaires qui nous ont aussi accompagnés pendant cette recherche. Alors important à souligner, c'est que c'est une recherche vraiment qui s'est construite en partenariat, donc à la fois avec l'IRDES, donc Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, avec le contrôleur général des lieux de privation de liberté et avec Ascodocpsy, et peut-être plus étonnant, avec l'école des mines de Saint-Étienne, donc voilà l'ingénierie, les sciences de l'ingénierie qui sont venues se mélanger à la sociologie et les sciences infirmières. On n'aura pas trop le temps de développer aujourd'hui, mais il y aura des publications à venir sur le travail qu'on a pu faire avec eux. C'est donc après aussi une recherche qui avait derrière un gros comité de suivi, qu'on a voulu là aussi, à l'image un peu de l'équipe, être à la fois pluridisciplinaire, mais aussi une diversité d'acteurs, à la fois des usagers représentants donc de proches, de familles, mais aussi personnes directement concernées, médecins, administratifs, des personnes des établissements, etc. Donc voilà, et aussi une recherche donc qui s'est inscrite dans des réseaux, le réseau Fostrun qui nous a été présenté par Yvonne précédemment, et puis qui s'inscrit aussi dans le réseau de la construction du réseau de réduction des pratiques restrictives en France. C'est un nom provisoire, il sera amené à prendre un autre nom, mais voilà, ça se construit aussi en collaboration avec tout ça. Alors, je vais vous parler un petit peu de l'architecture du projet en quelques mots. Vous l'avez entendu, c'est un projet pluridisciplinaire qui s'intéresse à différents niveaux des leviers du moindre recours à la coercition. Donc, un projet constitué de 3 tâches principales. La première qui était l'inventaire des établissements au regard de la coercition, à partir de l'exploitation de données issues de la littérature scientifique, mais aussi des bases de données du RIMP. Et c'est là que Magali
l'école des filles a été à la manœuvre et donc on le verra dans les publications avec le question d'économie de la santé qui est sorti dernièrement et qui traite de ces questions, et la consultation d'experts et aussi la consultation des documents du contrôleur général des lieux de privation de liberté qui nous a permis d'essayer d'objectiver, même si c'est compliqué, cette question du moindre recours. La tâche numéro 2 sur laquelle on va s'attarder aujourd'hui est constituée par l'étude intensive de quelques établissements qui sont historiquement moins coercitifs, donc 4 établissements dont on a fait l'étude intensive, c'est-à-dire qu'on a fait de l'ethnographie, de l'enquête de terrain par observation, mais aussi des entretiens, des focus group, recueilli les archives, recueilli les projets de services, d'établissements, etc. Donc à partir de cette tâche numéro 2, on reconstitue l'histoire, l'organisation, etc., mais on en parlera juste après. Et la tâche 3 consiste par une étude peut-être un petit peu moins intensive d'établissements qui font le choix du moindre recours à la coercition de façon plus nouvelle dans l'histoire, et pour essayer de comprendre quels sont les leviers et comment se construit une politique de moindre recours aujourd'hui. Alors quelques remarques générales. C'est une enquête qui a, enfin une étude, une recherche qui a eu et qui continue d'avoir un retentissement important. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui aussi. On vous en remercie. Qui a eu un accès au terrain facilité, sans doute du fait de cette perspective d'étudier les endroits, on pourrait dire, si on était un peu jugeant, vertueux en tout cas, et pour lesquels nous, sociologues, on a moins l'habitude de travailler dans ces conditions, et c'est très positif. C'est une recherche qui, de fait, s'est bien passée, sur laquelle on a recueilli beaucoup de données, plus de données que ce que l'on avait escompté, malgré peut-être quelques soucis de ressources humaines, mais bon, ça c'est voilà. Alors les avancées par tâche, le projet de la tâche 1 est terminé, donc avec le question d'économie de la santé qui est paru et qui permet d'avoir des éléments objectivés sur cette question du moindre recours, enfin du recours à la coercition. La tâche 2, les données sont toutes recueillies, on va vous en rendre compte aujourd'hui, mais il reste sans doute encore un petit peu de travail d'analyse et de synthèse pour tirer les fils, et il reste quelques entretiens de restitution et de validation à faire. Et la tâche 3, les données ont été recueillies, analysées, et la valorisation reste à faire. On a un certain nombre de livrables qui sont parus ou à paraître, un article dans l'Encéphale, un autre article dans l'Encéphale qui est en cours d'évaluation, le question d'économie de la santé qui est paru, et des articles dans Santé mentale, voilà, dont le numéro est présenté par Jean-Paul. On a effectué 3 séminaires au cours de cette recherche. Un premier sur qu'est-ce que c'est que d'étudier le recours à la moindre coercition, le recours à la coercition. Un deuxième séminaire sur des questions qui nous ont animés et dont cette table est la représentante, c'est la pluridisciplinarité, comment travailler en pluridisciplinarité sur ces questions de moindre recours. Et enfin, un dernier séminaire sur les adossements théoriques de la moindre coercition, où on a eu Héloïse Hallyday et Audrey Linder qui ont été invités. Voilà. Je cède la parole à Louis. Ah, Yvonne, pardon. Voilà, donc les données donc sur la tâche 2, les établissements qui ont été enquêtés, donc deux établissements en entier, donc le CH de Valvert à Marseille et C'est pas... Ah, je me suis trompé de diapo. Non, pardon. C'est bon? Oui, on les présente après. Non, mais c'est pas grave. Non. Ah, d'accord. Là, c'était le truc. Non, mais c'est pas grave. Ouais, mais parfois ça marche en sociolographie, mais c'est pas toujours comme ça en fait. Hein. C'est pas toujours comme ça. Voilà. Désolé. Pas de souci. Je comprends, ça y est, ce que tu veux dire. Ok. Donc, c'est le jargon sociologique. Voilà, on se comprend. Voilà, donc, pardon, sur la tâche 2, effectivement, il y a eu 4 établissements historiquement moins coercitifs.
avec les facteurs et les leviers du moindre recours quand il avait été repéré dans la littérature. Et le questionnement, c'était comment est-ce que on in situ, en vie réelle, à l'échelle d'un d'établissement ou de secteur, ça se déploie ou comment ces différents leviers et facteurs ils s'articulent. Voilà. En fait, ce que Sébastien me disait, c'est que j'avais sauté une diapo. Voilà, donc pour répondre à cette question, donc c'est ce que je disais, donc 2 établissements en entier et 2 secteurs de gros établissements, donc un secteur du GHU et le G21 à Lille. Donc c'est vrai qu'en fait toute l'équipe s'est partagée pour les observations. On a quand même essayé d'aller chacun sur plusieurs sites. Parce que c'était important, parce que c'est des fonctionnements qui sont extrêmement différents, vous allez le voir. Même l'environnement est différent. Il y a certains établissements voilà, qui sont dans des parcs, il y en a qui sont dans des chus. Donc c'est vraiment juste des unités au milieu d'un chu, dans des choses très bétonnées. Donc c'était vraiment important d'avoir une visibilité, une vision de plusieurs sites. Voilà, donc 65 entretiens, 62 jours d'observation, beaucoup de documentation aussi. Après, rapidement sur la présentation des établissements, juste pour voir que finalement c'est des établissements comme un peu habituel, comme on en connaît un peu partout, avec simplement le G21 qui est un peu particulier, avec son organisation qui est axée sur l'ambulatoire, avec seulement 10 lits pour une population de 88 000 habitants. Mais c'est vrai que sinon, c'est plutôt voilà, des choses un petit peu habituelles qu'on connaît, avec aussi... en termes de moyens humains, c'est plutôt similaire à ce qu'on voit dans aux autres endroits, etc. Voilà. Je passe la parole pour la suite. Alors, comme on l'a dit aussi, on s'est appuyé sur l'exploitation des bases de données nationales, donc la SAE principalement, pour obtenir des données un petit peu objectives sur ces établissements, notamment en termes de densité ETP, de ratio patients soignants, et puis voilà, d'autres données un petit peu générales. Là, on vous présente celle-ci, juste très rapidement, mais pour quelque part alimenter un débat autour des effectifs, la question de savoir si faire du moindre recours nécessite effectivement plus de soignants. Alors on y reviendra, il semble évident qu'il faut des effectifs suffisants, mais c'est vrai qu'on a pu voir sur nos sites que en fait les effectifs étaient assez ordinaires, on va dire, et on le voit même donc tout en haut à gauche, qui est souligné en rouge, c'est le centre hospitalier de Valvert qui a même voilà une densité ETP à la fois non médicale et médicale qui est inférieure à la moyenne nationale, qui apparaît là ici en rouge, et qui a un ratio aussi soignant-patient plutôt défavorable. On le voit sur la diapositive en haut, enfin sur le schéma en haut à droite. Voilà. Et on voit que pour les autres établissements, par exemple le centre hospitalier Buech-Durance, on est à peu près dans la moyenne. Donc on peut pas lire en tout cas à travers ces chiffres, et nous on l'a constaté sur le terrain, que le moindre recours est lié à des effectifs beaucoup plus importants qu'ailleurs. Alors, ce qu'on peut lire à travers ces schémas, alors tout en haut à gauche, c'est que et puis même à gauche en bas, c'est que finalement sur ce Valvert et Buech-Durance, il y a quand même l'intra qui semble privilégié. On met des moyens sur l'intra. C'est particulièrement net sur Buech-Durance sur le pourcentage de personnel médical. Ensuite sur le schéma en haut à droite, on voit qu'il y a un taux d'occupation qui est moindre, et en fait on a pu comprendre à travers l'enquête que c'était aussi un choix pour rester accueillant, notamment à Valvert où ils visent théoriquement un taux d'occupation de 85% pour pouvoir assez facilement accueillir leurs patients, les patients de leur secteur, donc de manière par exemple séquentielle, dans le cadre d'hospitalisation séquentielle. Voilà, je passe assez vite. On en vient à la moindre coercition sur ces établissements-là. Alors sur les soins sans consentement, vous pouvez voir, donc à chaque fois vous avez la moyenne nationale à gauche en rouge, et puis les établissements, nos 4 établissements. Donc on voit que le secteur 75G03 effectivement a beaucoup de soins sans consentement. Pour le reste, on est soit un petit peu en dessous, soit un petit peu au-dessus.
Sur l'affaire qui nous concerne plus spécifiquement, donc pourcentage de patients en 60 consentements isolés et contenus, toujours pareil, la moyenne nationale en rouge à gauche. Et on voit que globalement, alors il y a une petite exception, c'est le centre hospitalier Val-Vert, donc qui a une moyenne en ce qui concerne l'isolement légèrement supérieure à la moyenne nationale, et qui d'ailleurs a vraiment engagé là un mouvement vers moins d'isolement qui embarque l'ensemble de l'établissement. Donc on n'aura pas le temps d'y revenir, mais on voulait le souligner. Sur la contention, on voit que c'est nettement inférieur, avec un recours à la contention qui est nul au centre hospitalier Val-Vert et au centre hospitalier Boëge-Durance, et qui se compte donc sur les doigts d'une main pour le pôle G21. C'était 3 patients en 2022 et 9 patients pour le 75 G03. Là, bon voilà, je vais pas m'attarder, mais ça montre que sur Val-Vert, c'est ça qu'on peut lire dans les chiffres, ça fluctue. Donc il y a vraiment, on peut lire à travers ce graphique qu'il y a une réflexion, notamment sur la courbe en orange, on voit qui diminue. Voilà, sur la contention, Val-Vert et Boëge-Durance n'apparaissent pas, et pour ceux qui apparaissent, on voit effectivement que c'est nettement en dessous de la moyenne, et que il y a une petite hausse sur la période observée. Alors, représentation à l'égard de la coercition, on a aussi interrogé comment les professionnels et l'ensemble des acteurs des établissements pensaient la coercition. Je laisse la parole à Jean-Paul. Que je me situe. Oui, d'accord, sur les représentations. Un peu de fatigue. Je pense qu'il y a une dimension qui est vraiment, effectivement, la dimension qu'on a envie de nommer, la dimension d'incrédulité, le renversement de l'incrédulité sur la conception de la contention. Un des enseignements de notre recherche indirecte, c'est que poser la question, par exemple, à des collègues, on peut rentrer là-dedans, comment vous faites pour ne pas attacher les patients? Si vous posez cette question à des équipes qui n'ont jamais attaché, votre question n'a strictement aucun sens. Et donc, ils ne savent pas quoi répondre. Et c'est pareil pour l'ouverture des portes. Elles sont toujours ouvertes. Pourquoi voulez-vous qu'on la ferme? Et voilà, mais c'est un enseignement. Et c'est un enseignement doublement important. Parce que ça vient nous dire que ce renversement de l'incrédulité, quand on parle des services et des équipes avec les mêmes contraintes, de patients soins sous contrainte, qui n'ont pas recours aux contentions, dit c'est pas possible, on n'y arrive pas. Et inversement, ça veut dire qu'on est dans une dimension qu'on va dire culturelle de manière plus large. Et donc si c'est culturel, c'est pas des questions de sécurité, c'est pas des questions, il y a moyen de faire autrement. Et là j'ai envie de faire une analogie. Il y a une semaine avec Sébastien, on était sur un hôpital pour une restitution et la représentante du GEM, la représentante des usagers, a pris cette analogie que je trouve de manière rétrospective particulièrement pertinente. Elle disait mais vous savez, moi avant on avait le martinet pour les enfants et puis en 1984 on a supprimé le martinet. Qui viendrait aujourd'hui demander le retour du martinet. Et ça vaut ce que ça vaut l'analogie. Mais au niveau du rapport culturel à une mesure, je pense qu'effectivement, c'est qu'on est dans quelque chose de très, on est vraiment dans quelque chose de très important. Donc ce renversement de l'incrédulité, et je pense que c'est un des enseignements majeurs. Après, il y a effectivement des représentations sur la contention et les mesures, de l'ensemble des mesures de restriction des libertés, qui sont quand même représentées par la dimension de se mettre à la place de l'autre. Et si moi, c'était là, et si c'était quelqu'un qui était de ma famille ou proche, qu'est-ce que je voudrais? Et ça, c'est l'aiguillon qui va effectivement dimensionner ce rapport axiologique à ce type de mesure, cette capacité à se mettre, et si c'était moi, qu'est-ce que j'aimerais qu'il m'arrive dans ces représentations? Donc ça vient avant, effectivement, des repérages qui seraient de type scientifique. Et puis ensuite, il y a effectivement le côté des pratiques, par rapport aux représentations, et puis cette dimension de privilégier cette psychiatrie de la rencontre. Avec aussi, donc on a vu globalement les représentations sur la contention étaient très négatives, voire très très négatives. Ça c'était sur les 4 sites. On essaye de vous présenter là des résultats qui sont transversaux aux 4 sites pour être dans quelque chose qui voilà. Et sur l'isolement, par contre, c'est des représentations moins homogènes, avec des débats dans les équipes, avec la question de savoir si c'est thérapeutique ou non. Donc là, il y avait des débats entre médecins, mais aussi entre médecins et équipes. Donc voilà, c'est le constat un petit peu général qu'on peut dresser là-dessus. Sur les pratiques,
Donc on a les portes qui sont ouvertes donc dans les 4 établissements et secteurs qu'on a étudiés, même s'il y a des fermetures très momentanées, mais qui sont vraiment très rares et de quelques heures. Ça se compte sur les doigts d'une main sur une année apparemment, hein, ce qui nous a été dit. On a aussi l'absence de chambres d'isolement sur 3 établissements, donc sur 4. L'absence de sangles dans 2 établissements, donc le centre hospitalier Buech-Durance et le centre hospitalier Valvert, justifié par le fait que quand on a l'outil, comme l'a dit Jean-Paul aussi, on est tenté de s'en servir. Donc que ça soit pour la chambre d'isolement ou pour les sangles, l'idée c'est de dire on veut que ça reste inconfortable pour l'isolement, donc on veut pas d'espace dédié. Et pour ce qui est de la contention, si on n'a pas de sangles, on va forcément réfléchir à comment faire autrement, parce que de toute façon on n'en a pas. Alors sur les premières impressions, je passe vite, mais on a écrit une petite description ethnographique qui rend compte de comment nous on s'est sentis chercheurs quand on est arrivés. Alors à la fois nous chercheurs, mais aussi infirmiers qui avaient pu travailler ailleurs, et nous chercheurs qui avions pu étudier d'autres établissements. Et on a fait une sorte de rapport d'étonnement là-dessus. Donc bon, on va pas vous le lire parce que ça serait trop long, mais c'est vrai que c'était des impressions très positives. Que ça soit à la fois les professionnels, comment ils avaient l'air de se sentir ici, les patients aussi, les relations entre soignants et patients, et puis globalement l'ambiance générale, notre accueil, comment on a été accueillis, etc. Donc c'était plutôt positif, et on s'est servi de cette petite description pour les entretiens de restitution. On va les lire dans les établissements et on demande aux équipes de réagir. Et là c'est assez contrasté, c'est intéressant, mais on y reviendra, avec des fois des équipes qui disent ah ben oui c'est bien chez nous, ça c'est bien, on se reconnaît, et d'autres qui sont à dire bah c'est un peu idéalisé votre truc. Donc nous on prend ça et on va s'en servir pour nuancer peut-être aussi nos résultats. Alors sur les leviers et conditions de possibilité de la moindre coercition dans les unités de soins, on vient un petit peu au cœur là, au cœur de nos résultats. Alors on a parlé d'incrédulité. Là, ce qu'il faut voir, c'est plutôt une difficulté qu'on a pu repérer à expliquer finalement et à se référer notamment à des savoir-faire qui pouvaient être soit formalisés, mais aussi à des théories. Donc il y avait des fois des moments un peu cocasses pendant les entretiens. On demandait comment vous faites, on sait pas trop, je sais pas trop dire. Vous avez un petit exemple, là on demande à une infirmière, oui bah elle écoute mais c'est débile, je sais pas comment expliquer ce qu'on fait, on n'y arrivera jamais, on le dit tout le temps, on ne sait pas dire ce qu'on fait vraiment. Ça c'est le premier constat. On va voir qu'après, effectivement, en prenant un peu de temps, en relançant, on a pu obtenir pas mal d'éléments finalement. Mais c'est vrai que ça pouvait être une première comme ça réponse qui nous était faite. Ensuite, on a repéré, on y reviendra parce que c'est vraiment important, peu d'outils. Les plans de sécurité, les plans de crise conjoints dont il est question dans la littérature, on avait l'hypothèse que peut-être on allait les retrouver. Finalement, on les a pas trouvés. En conclusion, si on a le temps ou en discussion, on pourra parler de ça un petit peu pour essayer de comprendre comment ça se fait. Pas non plus trop de techniques, pas de protocole. Des fois, pas même de formation qui vise directement à réduire la moindre coercition. Donc voilà, ça c'est des constats un petit peu généraux. Et alors sur les leviers, on va voir qu'on les a regroupés autour de 3 dimensions, 3 gros paquets, on pourrait dire, avec comme ciment la culture. On va voir qui vient un petit peu en transversal de tout ça. Je précise encore une fois que les leviers ont été retrouvés sur les 4 établissements. Donc c'est ça notre critère pour effectivement construire cette typologie. Et après, donc dans l'économie générale des résultats, ce qu'on va commencer à montrer aujourd'hui, si on a le temps, mais ça risque d'être un peu rapide, c'est que ces leviers sont plus ou moins soutenus par une organisation, une institution, ce qui rejoint les constats évidemment de la littérature. Alors, voici un petit peu schématisé nos 3 paquets, et puis après le ciment, tout ça, la culture de soins, la culture professionnelle. On va donc là détailler assez rapidement un à un chacun de ces paquets, mais vous voyez donc il y a la relation de soins, on a tout ce qui nous a été dit sur comment vous faites pour faire du moindre recours, et ça ce sont des leviers qu'on pourrait dire directs, et donc c'est tous ces mots-clés qui sont apparus, beaucoup de disponibilité, beaucoup de négociations, etc. Donc on a rangé tout ça dans relation de soins, collectif de soins, travail, communauté, on va y revenir, et milieu de vie, environnement. Voilà. Donc on retrouve un petit peu microsystème, mésosystème, mais pas tout à fait de la même manière. Donc ça sera intéressant d'en discuter à un moment donné, parce qu'on arrive à des choses légèrement décalées, mais qui globalement recoupent ces niveaux. Alors sur la relation de soins, je laisse la parole à Jean-Paul, donc pour nous brièvement nous expliquer un petit peu. Brièvement, on peut constater un principe organisateur, c'est que les organisations sont au service de la disponibilité aux patients. Que la finalité d'un établissement de santé, c'est de produire, effectivement, de procurer du temps soignant
chevet du patient en soins directs. Et je pense qu'une des caractéristiques, c'est effectivement le temps de soins directs passé avec le ou les patients. Donc ça suppose effectivement un certain nombre de composantes et puis des organisations qui favorisent et qui protègent cette possibilité de mise à disposition, cette offre de disponibilité. Alors on pourrait dire être avec, tous ces éléments. Et on le retrouve aussi, et je pense qu'on voit que c'est aussi conditionné par l'ouverture des portes qui modifie ou qui vient appuyer cette nécessité d'avoir des rapports un peu soutenus avec les patients et de manière la plus précoce au niveau de leur admission. Et déjà, quand on parle d'admission, ça veut dire qu'il y a effectivement une connaissance ou souvent des continuités relationnelles où on va chercher des éléments, et ces éléments vont être des marqueurs sur lesquels ils pourront s'appuyer pour continuer l'histoire hospitalière. Le premier marqueur, c'est quand même au niveau des portes ouvertes, c'est puisque les portes sont ouvertes, il faut qu'on connaisse de manière la plus précoce nos patients qui nous sont confiés, pour qu'on connaisse leur vécu, leur niveau de contraintes perçues, leurs ressources, leurs souhaits, leurs désirs, autant que faire se peut, bien sûr. Mais en fait, quand ils sont plus là, on aura des éléments pour effectivement les connaître plus vite ou travailler le fait qu'ils puissent revenir. Donc, secondairement, ça donnera les éléments qui vont permettre de gérer cette dimension des fugues, qui est très intéressante aussi en termes de nos recherches. Les collègues nous disaient également que forcément ce travail de proximité relationnelle, de toujours chercher la relation, de mouvement d'aller vers, nécessite d'une part, c'est l'autre point, de pouvoir s'appuyer sur un groupe, un collectif de travail solide, et pour le professionnel, d'avoir quand même un niveau de charge mentale permanente assez élevé, d'avoir en souci effectivement les histoires personnelles, les allées et venues, les ressources des uns et des autres, et donc d'avoir ce niveau de vigilance augmenté qui permet un travail d'anticipation, et donc un travail notamment de prévention primaire sur ces mesures. Se double cela d'une culture de la négociation, qui est un point effectivement important. Loïc, je te laisse peut-être. Un deuxième pilier du coup qu'on a repéré dans ce travail, c'est la question du collectif, et ça a été déjà souligné aussi aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle d'effectifs, souvent on parle de l'effectif infirmier aide-soignant, et on a vu qu'au travers des données qu'on a pu repérer dans la littérature, même si l'effectif c'est important, c'est peut-être pas un déterminant non plus. Et on a vu que dans tous les établissements investigués, l'effectif, il a peut-être une autre portée aussi, un effectif qui s'élargit parfois à d'autres professions. Donc c'est pour ça qu'on a appelé le collectif de travail aussi. On dépasse la dimension de l'infirmier de l'aide-soignant et on regroupe toutes les catégories professionnelles. Et vous avez beaucoup de verbatim justement où on parle de la présence médicale dans le quotidien, mais aussi de l'encadrement supérieur. Parfois aussi des services de direction, des établissements où les directeurs nous disent moi régulièrement quand je me promène dans le parc de l'hôpital, je m'assois sur un banc et je discute avec un patient. Et parfois ce maillage il va encore beaucoup plus loin en dehors des murs, avec des établissements qui peut dire que dans le village, les différents métiers du village, ils contribuent aux soins aussi, en citant le boulanger, le mécanicien, etc. Alors qu'a priori ils n'ont pas été formés par l'hôpital pour être soignants, et pourtant ils ont une fonction aussi à ce niveau-là. Et on imagine bien du coup que cette proximité entre les différents membres, forcément ça va impacter la relation de confiance qu'on a entre nous aussi, ça va impacter la nature de nos relations interprofessionnelles avec une certaine horizontalité à ce niveau-là, et peut-être que du coup on aura des fonctions contenantes, des fonctions de paraxytation qui seront aussi un peu plus poussées, un peu plus solides, et qui va permettre de contenir par exemple certaines situations d'agitation par exemple. Et voilà, ça c'est quelque chose qui est beaucoup repéré. Et forcément, quand on travaille ensemble au quotidien, quand physiquement on est ensemble, on arrive peut-être plus facilement aussi à se dire les choses. Et donc il y a beaucoup plus d'espace de réflexivité, de discussion. Il y a de la place pour de la dispute professionnelle au sens de Yves Clos qui a été cité aussi hier, si je me souviens bien. Et ça, c'est vraiment cette question de la pluriprofessionnalité aussi et de l'horizontalité de les relations qui le permet. Voilà. Alors rapidement aussi, donc autre résultat levier qu'on a regroupé autour de le terme milieu de vie, environnement, activité, mais avec donc l'idée que ça a bien été dit ce matin sur la question de l'ambiance effectivement.
il nous a semblé des fois que c'était les services entiers qui étaient des espaces d'apaisement dans ces établissements. Il n'y avait pas d'espace d'apaisement à proprement parler, on n'en a pas trouvé, mais c'est l'unité dans son ensemble qui paraît assez apaisante, voilà, ou en tout cas qui est pensée comme telle. Essentiel qui nous a été cité sur les 4 sites, c'est les activités artistiques, culturelles, ludiques, sorties, etc., qui étaient à la fois très nombreuses et puis priorisées, parce que c'est vrai qu'il y a des activités dans beaucoup d'hôpitaux psychiatriques en France, mais là vraiment c'était le nombre qui nous a marqué. Et puis tous les jours plusieurs activités avec un service dédié qui passe dans les unités, dire mais aujourd'hui les activités du jour c'est ça, etc. Et voilà, et pendant la crise, donc en prévention effectivement primaire, hein, des activités pour que le quotidien soit plus agréable, pour occuper les patients, et puis aussi pendant la crise effectivement, à un moment donné quand ça s'agite, on va vers une activité à ce moment-là. Après aussi, donc ce qu'on range là-dedans, c'est la question de la circulation, de la déambulation. Ça a été dit rapidement par Jean-Paul, la question de l'ouverture, effectivement, c'est pas seulement l'environnement, mais c'est comment on permet la circulation au sein de cet environnement, et avec l'idée de fugue thérapeutique, c'est-à-dire ça c'était partagé sur les 4 établissements, que le patient puisse faire l'expérience un peu de partir pour mieux revenir. Ça a été dit dans des termes très différents, mais l'idée était très forte et partagée sur les 4 établissements. Et enfin, la souplesse des règles, 5 minutes, souplesse des règles et non systématisation aussi, mise en pyjama, téléphone, etc., qui participaient aussi à apaiser globalement l'ambiance dans le service. Sur la culture, très brièvement, donc une culture du soin et au-delà une culture professionnelle qui se décline en culture partenariale, contre-culture du risque. On n'a pas le temps de détailler, mais on pourra y revenir dans les discussions ou à la pause. Culture de l'accueil et du dialogue, de l'erreur, culture du positif. Donc tout ça vient un petit peu cimenter et vient à la fois déterminer les relations avec le patient, mais aussi les relations entre les professionnels. Alors, transition, et là ça va être vraiment en mode turbo-autoroute, désolé. Mais vous aurez les grandes lignes et puis de toute façon on est vraiment dans le début de la présentation des résultats, tout ça sera valorisé, on reviendra, vous pouvez nous inviter, etc. Mais on a été amené à rechanger la problématique aussi autour de la fragilité du moindre recours. Il y a 3 grosses tendances aujourd'hui actuelles qui menacent à la fois la moindre coercition, l'ouverture, voire le soin en psychiatrie. C'est les tendances sécuritaires, hein, les tendances à la refermeture, à la carcéralisation, etc. Les tendances gestionnaires, entendre des spécialisations du soin, protocolisation du soin psychiatrique, parfois même contre le soin en psychiatrie. Les tendances à la stigmatisation des personnes avec un trouble psychique et de la psychiatrie tout court. Et donc la question est devenue comment un établissement parvient aujourd'hui en France à rester moins coercitif, à résister à l'ensemble de cette tendance. C'est plutôt ça la question, alors qu'au départ on était plutôt comment on devient coercitif, etc. Donc là, on a dégagé, donc c'est ce qu'on pourrait appeler aussi les coulisses de la moindre coercition, c'est-à-dire qu'on voit ce qui se passe dans les unités, quand on arrive dans l'hôpital, tous les leviers qu'on a indiqués, et après derrière, effectivement, il y a tout un travail qui est plus invisible, qu'on voit moins, et qu'on découvre quand on interroge, là, qu'on regarde les archives, qu'on interroge l'histoire, etc. Et donc, il y a à la fois le rôle de l'équipe d'encadrement et des DRH qui est apparu, en quelques mots-clés, c'était accueillir, recruter, fidéliser, valoriser, encourager, soutenir, être présent. Ensuite, le rôle essentiel des médecins, à la fois dans les unités, mais on va le voir aussi à l'échelle de l'établissement, une communauté médicale soudée, fait important dans 2 des établissements en entier. Il y a ce qu'on appelle des collèges médicaux. Et donc, ces collèges médicaux nous sont apparus comme des leviers très importants, des leviers indirects très importants du moindre recours. On va en dire 2 mots. Là, sur le rôle des médecins, effectivement, il nous a été fait part de médecins à un moment donné qui arrivaient dans l'unité, qui gueulaient. Quand ils déboulaient le matin, il y avait une contention la veille. Le premier truc qu'ils faisaient, c'était d'abord nous engueuler. Après, ils écoutaient des arguments. On avait intérêt à avoir des arguments. Voilà. Après, donc, structuration. Désolé, le PowerPoint a fait n'importe quoi. Structuration et cohésion de la communauté médicale. Donc là, vraiment, on a vu que la communauté médicale, en tout cas que la cohésion de la communauté médicale était un élément important. Les communautés étaient plus ou moins soudées, mais que c'était un élément important et que la communauté médicale était finalement le fil rouge et qu'elle allait à travers l'histoire, effectivement, peser, résister pour faire perdurer ce moindre recours. Là, on a 2 exemples parce qu'on a 2 établissements qui sont plus ou moins fragiles sur cette question. À gauche, c'est un exemple où on voit que la communauté médicale a résisté à un moment où il a été question de mettre des aides-soignants dans les unités. La communauté médicale a dit non et a été force de proposition. À droite, c'est une restructuration aussi imposée par une direction. Et la présidente de CME nous dit on n'a pas su faire face, on n'a pas su être force de proposition. Du coup, la direction avait un boulevard.
Voilà, le rôle des directeurs qui nous est apparu important, donc proximité, présence, Loïc l'a dit, accessibilité, et puis défendre l'ouverture et le moindre recours auprès des acteurs du territoire et au-delà, auprès du préfet, potentiellement de certaines ARS. Voilà, donc ça aussi un rôle avec une prise de responsabilité partagée. Et puis de l'organisation à l'institution, c'est important. Donc, qu'est-ce qui fait institution à un moment qu'on n'est pas seulement dans une organisation effectivement avec des instances, des strates, des recettes, des outils, mais plutôt dans quelque chose vraiment qui va être de l'ordre de la culture commune. Donc il faut qu'il y ait un degré de cohésion générale, des liens forts, l'existence d'une culture commune. Et puis le rôle des inscriptions, très important. Sur un des établissements, il nous est apparu que si le moindre recours était solide, pouvait perdurer à travers le temps, c'est qu'à un moment donné avaient été inscrites des choses, et notamment des valeurs d'ouverture, et aussi l'interdiction de la contention dans un des établissements. Voilà, désolé, c'était très rapide. Et puis en conclusion, est-ce que finalement tout ça, c'est pas tous les leviers, c'est pas les fondamentaux du soin en psychiatrie, parce que je trouve que ça rentre vraiment en résonance avec tout ce qu'on a pu entendre hier. Les leviers sont globalement moins formalisés, théorisés et sont plutôt informels, contrairement à ce qu'on retrouve dans la littérature. Donc c'est quelque chose qu'on sera amené à discuter. Et puis la fragilité, voilà, on l'a dit. Et puis pour dire que c'est une recherche aussi passionnante. Et qu'on remercie aussi tous les professionnels qui ont pu nous accueillir, notre comité de suivi. Certains sont là dans la salle. Voilà. Merci beaucoup. L'exemple vivant de ce que ça fait à la science infirmière bien ordonnée quand on laisse entrer les sociologues. Quelques questions? Pascal? Olivier, Donc Olivier, toujours pas retraité, mais ancien cadre de Valvert. Ça marche? Oui. Il y a énormément à dire et bravo pour cet énorme travail. Hein, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a plein de questions que je me suis posées. Voilà, ça va mieux comme ça. Ouais. Il y a plein de questions que je me suis posées au travers de ce que vous avez dit. C'est la question de la population, puisque je suis dans un établissement proche de Valvert avec des secteurs contingents, concomitants, quoi. Et les populations sont pas les mêmes pour les avoir vécues. En plus, j'ai aussi travaillé à Aix-en-Provence, où c'est encore un troisième type de population. Il y a cette question-là, et ce qui m'intéressait, pour faire court, parce qu'il y en a beaucoup, c'est la question des directeurs. C'est intéressant que vous l'ayez soulevé, parce que on peut vivre des directeurs qui sont répressifs sur la question des fugues. Et ça, c'est compliqué. Et ça change la donne dans l'ambiance du soin. J'en dis pas plus que ça. En tout cas, bravo. J'aurais aimé faire ça avec vous, en plus. Hein. Merci. Je vais bien répondre à la première partie et Sébastien te laisserait répondre à la deuxième si tu veux. Oui, oui. Sur la question des populations, bon, c'est quand même une étude multicentrique, donc on a des populations qui sont effectivement différentes, rurales, urbaines, semi-urbaines. Après, sur l'action de recrutement, alors soins sous contrainte, psychiatrie publique sectorisée, ou ESPIC. Pour être infirmier depuis 45 ans, je vais prendre un terme, notamment dans les investigations que j'ai faites, la densité de psychose au mètre carré était la même ou nettement supérieure. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est mon critère, ce n'est pas du tout scientifique, mais je dirais ça comme ça. Le deuxième point, c'est effectivement sur les directions. Et là, il y a un rôle d'acculturation, parce que les directeurs, ils tournent. Alors, qu'est-ce qu'ils font quand ils arrivent dans un établissement comme ça? C'est des questions qu'on leur a posées. Soit ils suivent un peu le mouvement, avec plus ou moins de frilosité, soit ils finissent par s'acculturer et ils développent et ils soutiennent effectivement cette identité. Donc là, il y a effectivement des positions. Et puis, dans l'histoire des établissements, parce qu'on a choisi des établissements historiques, c'est-à-dire qui ont plusieurs décennies d'antériorité sur ces pratiques, donc qui ont traversé les vents contraires qu'on a connus toutes ces dernières années et décennies. Et on voit comment ils ont pu tenir effectivement avec des directions qui sont plus favorables ou plus ou moins favorables ou nettement favorables. Alors évidemment, si on s'appuie sur la modélisation et la schématisation que nous a proposé Marie-Hélène, et c'est à ce titre que ce type de travail, moi, m'intéresse vivement, parce que c'est la transférabilité. On voit que quand c'est des conjonctions les plus favorables, c'est-à-dire direction, collège médical, équipe, enfin mésosystème, microsystème, ontosystème, et effectivement, là, on a des politiques qui sont résolument, mais ces politiques, à part un seul effet cliqué, ce que j'appelle l'effet cliqué, c'est là, on change de registre, à Valvert, on interdit la contention, c'est interdit.
donc il n'y a pas de contention. Ça, c'est un effet cliquet. Tout le reste, c'est remettre au quotidien le travail sur le métier. C'est un mouvement. Donc, avec toujours ces oscillations. Édouard Toulouse, pas de contention non plus. L'histoire du directeur à l'Aragne, c'est purement conjoncturel. Pendant l'essentiel de l'histoire de l'Aragne, il y a eu des rapports très très conflictuels entre les soignants et puis le directeur. Pour prendre un exemple, en 2009, avec la création des chambres d'isolement par Sarkozy, toute la communauté soignante refuse les chambres d'isolement. Il n'y a que le directeur qui est pour. Eh ben, le préfet finit par se rallier parce qu'il dit on peut pas imposer à toute une communauté soignante quelque chose contre lequel tout le monde est opposé, aussi bien médecins que soignants, etc. Donc là, ça tombe bien. Mais sur l'essentiel de l'histoire, il y avait, pour prendre un autre exemple, un directeur des soins qui arrive et qui décide qu'il faut un ordre de mission pour prendre des voitures de secteur. Alors à l'Aragne, devant chaque unité, il y a plein de voitures de secteur pour accompagner les patients parce qu'on est dans la Cambrousse, etc. La communauté soignante prend fait et cause contre le directeur des soins et il est noyé d'ordre de mission. On refuse de prendre le moindre véhicule tant qu'on n'a pas d'ordre de mission. Et donc, il en signe 200 par jour. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on a un ordre de mission permanent et on passe à autre chose. Donc, il y a cette option de résistance aussi. Mais là, ça tombe bien quand vous y êtes allé. Donc, non, moi, je souhaitais intervenir sur... Quand Daumeson, dans les années 50, il décide de supprimer la contention, ce qu'il fait, je lis pas, de toute façon, je suis presbyte. Bref, je finis ma phrase. Quand Daumeson, il veut combattre la contention, il envoie les soignants de Maison Blanche en stage à Fleury-les-Aubrais où il n'y en a pas, pour que les gens puissent se rendre compte que c'est possible. Ma grande question, c'est pourquoi il n'y a aucun directeur des soins qui, en 30 ans, n'a jamais envoyé le moindre stagiaire dans les structures où on se passait de contention. Ça veut dire que pour le moins, il y a une complicité des directeurs des soins, des directeurs des formations continues, à ce que la contention perdure. Il y a juste une petite dernière question. Non, on a en fait une question ici qui attend, et puis ça va être vraiment la dernière, parce que la cuisine nous attend. Question responsable, Pascal, s'il oui, te plaît. Merci pour la présentation qui donne aussi beaucoup d'espoir et d'élan. J'avais une question par rapport à est-ce que vous avez identifié des stratégies de recrutement ou quels sont les critères spécifiques en fait quand ils recrutent du nouveau personnel et quel est l'accompagnement à l'accueil du nouveau personnel? Alors oui, non, effectivement. Alors là, ça nous amène à rapidement évoquer une question qu'on n'a pas eu le temps de développer, c'est la question de l'attractivité. Effectivement, ces établissements en fait restent plus attractifs que les autres du fait que il y a du moindre recours et que ça semble et que même les professionnels se sentent bien quand ils arrivent et qu'ils ont envie de rester en fait. Et des fois quand c'est des étudiants infirmiers qui viennent et qui disent je me suis senti quand même bien accueilli, on m'a donné des responsabilités et du coup il arrive quand même assez régulièrement qu'ils reviennent. Pareil pour les internes, ils font un stage et puis finalement ils découvrent que c'est un environnement de travail vraiment stimulant, intéressant. Et donc la moindre coercition a quand même des effets, ou en tout cas l'ambiance qu'il y a dans ces établissements moins coercitifs a des effets effectivement d'attractivité. Et j'en viens donc à répondre à ce que vous disiez au début. Du coup, c'est vrai ils peuvent avoir, alors ça dépend des moments, mais ils peuvent avoir parfois le luxe de choisir un petit peu, de dire ce profil-là, effectivement, on va pas le mettre là parce que on le sent pas, ça va pas aller avec l'équipe, et donc il y a quand même une attention au recrutement, effectivement, avec des compétences spécifiques qui sont attendues, une forme d'ouverture aussi, et ils veillent vraiment à ce qu'il y ait des équipes soudées. Enfin, peut-être tu peux compléter, mais voilà, c'est pas toujours le cas parce qu'ils ont aussi des difficultés de recrutement comme tous les hôpitaux psychiatriques en France aujourd'hui, quoi. Pour vous donner un exemple, on voit que la question du collectif, elle est première aussi dans le recrutement. Une cadre qui était chargée de recrutement nous disait que elle avait rencontré un infirmier qui était entraîneur d'une équipe de foot. Et elle dit moi c'est pour ça que je l'ai recruté, parce que s'il arrive avec le petit gabarit que c'est à mener une équipe de foot, c'est qu'au niveau du collectif il va pouvoir construire quelque chose et c'est ça que je veux pour mon équipe.
Hein, et donc, et après, la formation se fait sur le tas. Ça, beaucoup l'ont dit aussi. Hein, on est formé sur le tas avec le quotidien, mais il y a des valeurs comme ça. Il y a des idées fortes qui guident la dynamique aussi qu'on veut faire perdurer dans l'équipe. Et s'il y a des recrutements sur les ressources personnelles, il y a aussi des recrutements qui sont sur la non-ressource attendue. Je me rappelle d'un interview avec une cadre sup qui recrutait un personnel soignant et qui lui faisait part de son expertise dans la maîtrise de la contention physique et de l'immobilisation. Ah ben, je crois que vous êtes trompé d'adresse. Merci beaucoup à l'équipe. On vous applaudit.